Ok, bon, Très bien, et écoute, introduction, maître de cérémonie. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'arriver sur le plateau, très élégamment, par hélicoptère. Voilà, nous sommes ce soir en présence d'un odieux connard Mais bonsoir. décravaté. Exactement, c'est comme je disais, la tenue civile, il le faut parfois. Voilà. Et c'est vous qui serez l'homme à la veste ce soir, monsieur Higuel? Tout à fait, avec cette veste que je mets pour les rendez-vous avec le maire, les enterrements et les 11 Et les bar mitzvahs. Très bien. Donc ce soir, le sujet, ça va être un petit peu différent des précédentes interventions de l'odieux connard au Geek Ferries IRL, dont vous semblez avoir énormément apprécié les replays sur la chaîne vous avez Geek du goût. Ferries. Voilà, vu qu'on va plutôt s'attaquer de manière extrêmement bienveillante à un film. La question, va être Dunkerque, film historique ou vacances à la plage. Voilà, alors je pense que si vous êtes sur ce flux, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu effectivement le Dunkerque de Christopher Nolan. En tout cas, nous, on l'a vu, on l'a chaudement regretté, hein, parce que voilà, on est comme ça, donc on va tout de suite lancer un petit peu la chose. Voilà, inutile de... Si vous vouliez entendre parler en positif, déjà, je pense qu'un odieux connard dans le titre, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Et je vais de toute façon être plutôt dans son sens, c'est pas parce que je suis un lèche-bot. Voilà, donc si vous voulez des versions positives, allez voir Télérama ou autre petit ouvrage de débutants. Mais si vous voulez des choses un petit peu sérieuses, voilà, on est là en toute humilité et objectivité, bien sûr. Humilité et humidité. Très bien, passons. L'idée, c'est qu'effectivement, donc Dunkerque, Nolan a voulu faire un film historique et se baser sur des faits, vraiment les retranscrire. Et dans la plupart des critiques, on a noté que beaucoup de gens disaient: on voit la guerre, on vit la guerre, c'est le côté, la tension, l'ambiance, l'attente, ce bruit de chronomètre permanent derrière les soldats. Mais en fait, par rapport à la réalité, je pense pouvoir dire assez aisément qu'il y a à peu près zéro truc qui soit correct. Il y a des petites erreurs passables et il y a de grosses erreurs pas pardonnables. On va parler des Français dans le film, entre autres. Disons que dans sa structure, c'est un film en fait on a la sensation qu'il y a des choses qui ont voulu être bien faites, mais elle a réussi à laisser entrevoir mal, surtout une galaxie de choses complètement mal retranscrites. Et en fait, il n'y a qu'un seul sentiment quand on regarde le film, c'est il me manque un truc là. C'est ça. Par exemple, les Allemands. Parce que du film, déjà il n'y en a pas un. 404 not found. Voilà, exactement. Alors on voit des Allemands brièvement bombarder une plage, ils le font quand même au moins 1 à 2 fois. Et surtout, quelques avions allemands ici ou là, mais en plus des avions allemands qui ont le bon goût de mitrailler et de partir sans que les Anglais ne réagissent. Ils font juste: ah mon Dieu, on vient de me tirer dessus. Bon, sinon ça va toi? Oui, bah écoute, ça va pas mal. Bon, allez, maintenant je vais faire ma jauge de carburant avec une craie. Bref, passons. Voilà, sachant qu'en plus, les chiffres de carburant qu'ils indiquent sont faux, bon ça c'est du petit détail, mais effectivement, vu le carburant du Spitfire tel qu'indiqué dans le chiffre, il devrait faire encore 500 mètres, ensuite faire plouf. Mais là, il arrive à voler encore durant 7 ou 8 heures, rappelons-le. Oui, quelque chose comme ça, vu que l'histoire du film, donc je rappelle, se découpe avec une narration très... disons que dans Inception, c'était maîtrisé. Là, ça ne l'était pas. Voilà. Donc, une narration qui est découpée, où on comprend petit à petit avec des morceaux, avec des protagonistes qui se ressemblent physiquement énormément. Donc, en plus, on peut assez facilement confondre où est-ce qu'on est dans la timeline. Donc, c'est vrai que l'avion, il reste en l'air bien. Alors, on vous dira qu'il y a différentes temporalités, mais justement, parlons de la temporalité réelle de ce qu'on a appelé l'opération Dynamo. Alors, je te laisse regarder s'il y a des questions ou des choses, des fois qu'on puisse partir sur un angle particulier. On nous entend bien. On nous entend bien, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, l'opération Dynamo, effectivement, donc, qui va être du 26 mai justement au 4 juin 1940, effectivement, ça se passe sur une grosse semaine. Mais cette opération Dynamo ne va exister non pas simplement telle que vue dans le film avec des gens qui attendent joyeusement sur une plage, mais entre autres avec un sacrifice énorme de troupes françaises qui vont s'engager à défendre. Et par ailleurs, le film efface et réécrit des passages assez gênants sur lesquels on pourra revenir. Par exemple, si vous avez tous vu cet officier à la fin du film qui dit « Maintenant je reste pour aider les Français à évacuer », en fait, dans la réalité, il faut savoir que tout à la fin de l'évacuation, les officiers anglais ramènent 3 unités au bateau et on dit: mais attendez, Churchill a envoyé un ordre disant ces unités doivent aider les Français à tenir, et l'officier dit oui, sauf que Churchill ne sait pas ce qui se passe ici, on se casse. Ce qui fait une sacrée différence par rapport au film où il reste héroïquement jusqu'au bout à accompagner l'évacuation française. Et là aussi, ça revient sur ce que je disais, c'est-à-dire des tas de petits bouts qui auraient pu être très bien, mais qui en fait vont être jalonnés d'erreurs, etc. Parce que Kenneth Branagh, qui fait une prestation tout à fait correcte dans son rôle d'amiral, c'est pas son grand rôle, mais
voilà, il l'incarne bien, mais du coup, il incarne même un personnage qui est faux. Donc, de C'est toute ça, façon, exactement. C'est un film où d'un point de vue esthétique ou sur les performances d'acteurs, il n'y a pas forcément énormément de choses à reprocher. Par exemple, une photographie ou autre, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Bon, des erreurs de montage, il y en a un gros paquet. Et surtout des erreurs de réalisation. On va revenir sur le fait, alors si vous lisez mon blog, que vous êtes allé dans les commentaires, vous avez peut-être vu qu'il y a un des chefs de l'équipe des cascadeurs français, même le chef de l'équipe des cascadeurs français, qui est intervenu pour dire qu'eux-mêmes n'avaient pas compris ce qu'on leur demandait, tellement ça n'avait pas de sens. Des figurants qui étaient aussi accessoirement des historiens passionnés de reconstitution, que c'était portés volontaires, qui étaient sur place, eux-mêmes ont dit, attendez, qu'est-ce que c'est que cette plage où il n'y a pas un seul décor, où il n'y a rien qu'est-ce qu'on fait à attendre les pieds dans l'eau, alors que historiquement, non, ça n'était pas ça. Et si on peut retrouver quelques photographies de la presse britannique avec des plages relativement propres, la réalité historique était très différente. On va revenir justement sur l'encombrement. Voilà, même sur ces documents de propagande qui ont été nettoyés, on est quand même sur un rendu qui est déjà largement plus... c'est la guerre. Tout à fait. Alors, on va déjà commencer par quelque chose. Je propose de commencer par le début du film pour parler des différents événements dont on veut parler. Desquels il va falloir éviter de rester bloqué. Voilà. Donc on va essayer de décrocher. N'hésitez pas à nous décrocher. Je vous rappelle, vous pouvez poser des questions ou en tout cas nous influencer honteusement. On est comme ça. Pour aller dans telle ou telle direction. Mais au début du film, donc on voit effectivement des soldats anglais qui se replient en se faisant tirer dessus par les Allemands. Déjà, c'est très difficile ce passage pour une raison simple. C'est que les Anglais sont déjà protégés par les Français. C'est-à-dire qu'au tout début de l'opération Dynamo, ça commence par un gigantesque malentendu. À savoir qu'il y a un général qui s'appelle Gort, qui est le responsable de l'armée britannique, dans la poche du moins, qui, quand tout commence, c'est la Blitzkrieg, on va y aller dans l'ordre, la Blitzkrieg coupe l'armée française, anglaise et belge en deux, c'est-à-dire que vous retrouvez avec au nord les armes les plus modernes de l'armée française, le corps britannique-anglais, corps expéditionnaire anglais et l'armée belge qui vont se retrouver au nord et le reste des forces alliées qui va se retrouver au sud avec entre les deux justement Guderian qui aura fait et Rommel et autres qui auront fait une poussée assez sympathique. Mais surtout, ils vont créer cette poche et ils vont décider qu'il faut en finir. Mais d'abord, tout va s'arrêter. Alors, pareil, il y a des grandes discussions mais aujourd'hui qui ont été tranchées pour savoir pourquoi est-ce que l'armée allemande s'arrête durant cette semaine, c'est que durant quelques jours, on a longtemps pensé qu'Hitler avait souhaité ne pas éradiquer l'armée anglaise pour pouvoir ensuite négocier une paix avec les Anglais en disant vous allez laisser rentrer chez vous, maintenant vous nous laissez en paix pour qu'on puisse envoyer des troupes, nous à l'Est, s'occuper des Russes. Mais ce qui s'est véritablement passé, c'est qu'en fait, c'est un général sur place, qui est sauf erreur de ma part doit être von Rundstadt, qui dit non, on va sécuriser nos positions, parce qu'en cas de contre-attaque, on va être dans une merde noire, donc on s'arrête, on sécurise, ils vont faire 3 grandes zones dites de sécurité pour arrêter les Panzer Division et s'assurer que l'encerclement tienne, et ils disent voilà, quand on est prêt, on y va, et en attendant la mission, c'est pour la Luftwaffe. Bref, plutôt que rusher en full DPS. Voilà, ils disent non et tout, pas de rush Zerglings, on va attendre un petit peu. Donc effectivement, ils vont temporiser un peu, ce qui va permettre justement aux Français et aux Anglais de prendre des décisions qui vont être à la fois bonnes et à la fois mal maîtrisées. C'est-à-dire que déjà, Weygand, en France, va dire il faut qu'on contre-attaque. Sauf qu'à chaque fois qu'il fait une réunion pour la contre-attaque, derrière, le général anglais dit ah non, moi j'ai dit oui, mais en fait c'est sans moi. Et le général français qui a ses instructions fait des préparatifs qui ne correspondent pas au mouvement de l'armée anglaise. Gort prendra de lui-même la décision de replier le corps de l'armée anglaise sans autorisation de l'état-major britannique. Et en fait, c'est la War Room, le cabinet de guerre anglais, qui, en voyant l'armée anglaise, le corps expéditionnaire qui se replie, va prendre la décision de valider a posteriori justement la décision de Gort et de dire ok, tu te replies, on va t'envoyer la flotte pour t'aider à évacuer. On va essayer de tenir au maximum et on va demander aux Français de tenir au maximum. C'est qu'il se donnera ce bon mot de la propagande allemande qui est « Les Anglais sont prêts à se battre jusqu'au dernier Français ». Si tu as des choses à dire. Oui, je te passe la parole comme ça. Donc, dans le début du film, donc là, on a le contexte de comment est-ce qu'on se retrouve dans le début du film. Tout à fait. Ce début du film où on se retrouve dans une rue qui a l'air d'avoir énormément souffert de la guerre. Puisqu'elle est impeccable. Voilà, elle est impeccable, il n'y a pas un impact de balle. Par contre, les Allemands tirent dans la rue, manifestement les Français défendent les Anglais. Déjà, je comprends pas trop la disposition. Voilà, on comprend pas trop qu'ils soient dans une rue en arrière. Et les avions bombardent des tracts au milieu, où là, première décision intelligente du personnage, qui aurait pu être une anecdote intéressante, effectivement, il décide de faire caca, voilà. Voilà. Et de récupérer du PQ. Bon.
C'est intéressant. Quelque part, ça aurait pu montrer quelque chose du quotidien qui, effectivement, C'est quand vrai. on reçoit des tracts, on part rarement en campagne avec du PQ. Et quand on court dans les rues et qu'on vous tire dessus derrière, qu'il y a une rue à gauche, une rue à droite, vous sautez par-dessus le mur en face, c'est Voilà. bien normal. Et le plus important, quand le portail vous attaque, vous répondez En tirant sur le portail, Voilà. voilà, salaud de portail, tu m'as tiré dessus, en restant en face de l'endroit où les balles arrivent. traversent. Exactement. Donc Donc- c'est excellent. Dès les 5 premières minutes du film, on sait qu'on va avoir affaire à quelque chose d'assez spécial, un mix entre des bonnes idées et des choses on ne sait pas trop d'où ça sort. Voilà. Exactement. Donc, en plus, on réduit énormément le nombre. C'est-à-dire que si vous regardez, d'ailleurs, Nolan, pour le coup, l'a reconnu, mais un peu a posteriori, justement, devant la critique, c'est qu'on ne voit qu'une partie de l'opération Dynamo, à savoir que l'opération Dynamo se passe... parce qu'au départ, il devait y avoir 3 ports. Hein. Au final, bon, ils n'ont plus que Dunkerque pour évacuer. Et en fait, il y a le port de Dunkerque qui permet d'accueillir des navires en eau profonde. Et ensuite, il y a la fameuse plage, donc c'est là où se passe le film, qui pose le problème du... On ne peut pas faire venir des navires jusque-là. D'où les fameux Little Ships qu'on verra par la suite. Mais cette plage, justement, elle est ultra encombrée. Elle est encombrée de troupes anglaises qui sont là pour surplier. Il y a effectivement des régiments français qui vont tenter de surplier. Il faut savoir qu'il y aura un bataillon anglais qui ouvrira même le feu sur les Français pour les empêcher d'embarquer avec eux. Et il y aura des scènes de panique ensuite quand il y aura des petites embarcations, parce que quand des mecs se jettent à l'eau pour grimper dans votre barque et que la barque est déjà surchargée, bah, soit vous chavirez, soit vous tirez sur les mecs pour les dégager. Donc des Anglais vont tirer sur des Français, ça va être la grande panique. Ça passe pas en propagande. Ça. Voilà, et tout ça c'est nettoyé du film, tout le monde attend dans la joie et la bonne humeur. La plage est encombrée d'équipements, c'est-à-dire qu'en fait, à Dunkerque, il y a ce qu'on appelle le camp retranché de Dunkerque, où à l'entrée, vous avez des postes de garde anglais, c'est pas des Français. Les Français sont plus loin, ils sont en train de défendre la zone large, et le poste de garde, en fait, vous avez des Anglais qui vous disent déposez tout le matériel lourd ici, canon de DCA, canon d'artillerie, sauf ceux qu'on peut remarquer sur les bateaux. Et puis, il y a des trous dans ce camp fortifié, parce que des mecs passent en disant moi j'ai des ordres, je ramène mon canon, et les pauvres gars qui sont en train de monter la garde et qui disent non t'as pas le droit, ils disent écoute moi je passe, je suis capitaine, t'es soldat, je passe avec mes gars. En 5 jours, vu la dimension, le nombre de troupes sur place, l'organisation, on peut leur accorder Exactement. voilà. Exactement. D'ailleurs, au passage, il faudra attendre quasiment les derniers jours pour que s'organise, justement sur ordre de Churchill, avec concertation avec les Français, ce qu'on va appeler des organisateurs pour l'évacuation, hein, des géos, mais franco-anglais qui vont commencer à répartir. Parce qu'au départ, il n'y a que des Anglais, et c'est ce qui va un peu mettre en rogne les Français, c'est de dire nous, on est en train de sacrifier nos troupes, mais on se fait quand même tirer sur certaines des nôtres, on a des rapports comme qu'on se fait tirer dessus quand certains de nos gars veulent monter, donc on va peut-être se calmer gentiment quand même. Voilà, et c'est peut-être un petit peu plus de diplomatie. Voilà, mais en tout cas, du coup, la plage est encombrée de plusieurs choses. D'abord, elle est encombrée de camions, énormément de camions. On les voit brièvement durant le film. À un moment, ils font un pont de camions, mais ces camions, ils sortent pas de nulle part. Hein. Ces camions, ils sont sur la plage. C'est des camions abandonnés. C'est Du matériel volé. Il faut savoir au passage qu'il y a beaucoup de bouteilles sur la plage pour une raison simple. Il n'y a plus d'eau. Par contre, il y a de l'alcool. Donc ça picole sec et du coup ça pille énormément la ville, à savoir que la ville il y a des incendies et surtout on trouve de tout, des bicyclettes volées, des bagnoles civiles qu'on a amenées là, des charrettes, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Là, on est quand même au cœur d'un camp militaire, mais c'est l'anarchie la plus totale. Voilà, et non, il fait pas un joli petit ciel où les avions circulent tranquillement, pour une raison simple, c'est que la ville est non seulement en feu parce qu'elle est bombardée, qu'il y a les pillages, et en plus les dépôts de carburant sont en flammes, ce qui fait que la fumée des incendies va permettre de faire que l'aviation allemande, en plus de la météo, ne pourra pas sortir tout le long de la bataille, et ça qui va drôlement aider l'évacuation. Donc logiquement, il faut imaginer que tout se fait avec un ciel noir, des colonnes de fumée, de la cendre qui tombe, enfin c'est un décor d'apocalypse, Oui. les navires qui rentrent dans le port de Dunkerque, pour l'anecdote, certains ont des soucis, particulièrement les Little Ships, sur lesquels on parlera, mais parce que leurs hélices se prennent dans des cadavres, parce que ça flotte dans l'eau jusque dans le port, et donc il faut esquiver les épaves, et il y a des mecs, les cadavres dans les hélices bloquent les hélices, ce qui fait que les marins se retrouvent naufragés, et qu'il faut les faire réembarquer avec les autres sur les navires. Donc ça devient une vraie plaie. C'est vraiment de mal en pis. Voilà. Alors que là, l'évacuation est très calme, à part 2 bombardements foireux, 2 gars qui passent gentiment en faisant bon, on largue 3 bombes, mais attention. Il y a quelques Français qui sont là à dire vas-y, wesh. Vas-y, s'il te voilà, plaît, vas-y, on se touche là ou pas? Non, machin, allez, machin. Mais non, c'est pas vraiment. Voilà. Alors, j'ai une question, c'est les Allemands ont-ils réellement balancé des tracts ou est-ce qu'ils ont gardé ça pour Paris?
Alors, des tracts, il y en a eu un peu partout. J'ai pas le détail des largages de tracts, je reconnais. Par contre, effectivement, il n'est pas impossible que sur le camp retranché, je crois qu'effectivement, il y a quand même eu des tracts Il y a quand même eu des campagnes. et autre chose de ce genre. Par contre, effectivement, le gros de l'aviation est utilisé pour le bombardement. C'est-à-dire que quitte à envoyer des bombardiers, on les charge moins de tracts dans cette situation. Göring, d'ailleurs, est partisan, lui, de l'opération. La Luftwaffe qui nettoie tout, ça serait parfait, etc. J'en profite, puisqu'on parle d'avion, d'ailleurs, puisque à défaut de parler de propagande, le film... ayant peu de moyens, puisque ces idiots ont voulu prendre que des vrais bateaux qui coûtaient très cher, ce qui est intelligent, mais en plus c'est des mauvais bateaux qu'ils ont pris. Ils disent ah oui, on n'a pas beaucoup d'avions, mais c'est parce qu'on garde nos avions pour la bataille à venir. Sous-entendu, c'est pour la bataille d'Angleterre. Non, la RAF a tous ces avions qui sont sortis, sauf qu'on les voit pas beaucoup au-dessus de Dunkerque parce qu'ils sont au large, en train d'essayer de faire le maximum pour empêcher les avions d'arriver sur zone. Par contre, les avions sur zone sont des avions de bombardement pour la plupart. Moi, j'ai vraiment trouvé très peu de traces d'opérations de propagande. Tant que j'imagine que l'aviation a plutôt essayé d'alpaguer les bateaux sans défense au milieu de nulle part que de se frotter à la fumée, à la DCA. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à un moment, vous voyez un bombardier dans le film qui a un bimoteur, qui a Heinkel 111. Le Heinkel 111 ne vole pas à cette altitude. En général, il vole un peu plus haut. Le Heinkel 111 n'a pas de canon de 20 à l'arrière. Ça fait pas ce bruit-là quand il tire, une mitrailleuse. Et surtout, c'est les Stuka qui font l'essentiel du nettoyage, puisque étant relativement précis. Alors, dans le film, ils les font tomber comme ça. Un Stuka, ça ne tombe pas comme ça. C'est justement ce qui a fait toute la légende de la Blitzkrieg. C'est qu'un Stuka, ça vole comme ça. Ça a une vitre. Le pilote a une vitre à ses pieds. Par la vitre, il voit sa cible. Et quand sa cible est dans la vitre, il retourne son avion et il pique vraiment à la verticale, ce qui donne toute sa précision au largage. Et donc il y a des bombes qui tombent carrément dans les cheminées, tellement c'est précis de certains navires, et qui les coulent. Par ailleurs, les navires étant encombrés, ils ont d'habitude les navires, quand ils aperçoivent des avions, commencent à faire un truc en zigzag. Là, les navires prennent tellement de gîtes quand ils sont encombrés que ça devient critique. Tu passes pas en mode louvois. Voilà, donc il faut pas... Allez, c'est parti, on fait des dérapages à la battleship, largue-langue. Non, là, pour le coup, ils se calment un petit peu, et c'est pour ça qu'il y a énormément de pertes, au point que l'Angleterre va finir par dire tous nos destroyers les plus modernes, on les retire. On ne laisse que les vieux destroyers sur zone parce qu'on est en train de se faire éclater. Et finalement, décision sera prise par insistante des officiers anglais sur place de dire oui, mais s'ils s'en vont, on va se faire massacrer. De dire bon, on va laisser, c'est une poignée, moins d'une dizaine de destroyers modernes pour défendre la zone. Et le reste, c'est que des vieux crin-crin qu'on leur envoie. Oui, limite, ça fait le ménage avec les honneurs. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est bon, écoutez, c'est un vieux bateau. Il a coulé. C'était peut-être la rouille, c'était peut-être une bombe. Bon, voilà. Mais voilà. Tu vas dire quelque chose? Pas tout à fait. En fait, dans le film, d'ailleurs, justement par rapport à ça, on voit le mouilleur de mine qui arrive. Tout à fait. Voilà, et qui se prend un cachou, manifestement, même si c'est un bateau militaire, il n'a aucun blindage, il n'a aucune protection ni quoi que ce soit. Parce que quand même, une bombe... Et le bateau, il est... Alors, les bombes, c'est vrai que ça fait pas du bien. Il faut reconnaître que... Voilà, mais là, c'est quand même radical. Alors, oui, le truc, c'est que dans le film, on voit effectivement des bateaux qui se font purement volatiliser d'un seul coup. Et surtout, il y a très peu de gens qui tirent. C'est-à-dire que dans le film, en tout et pour tout, je crois qu'on a un canon de DCA qui tire brièvement et très mal sur un avion qui vole droit, d'ailleurs, qui arrive droit vers lui. Enfin, c'est le mouilleur de mine. C'est justement le mouilleur de mine où les mecs font n'importe quoi. Genre, oh mon dieu, on a une DCA. On les voit essayer de tourner le canon, voilà, mais ils tirent pas. Ou en tout cas, ils tirent pas assez. Ça, voilà. c'est sûr, et sur la plage, de la même manière... on voit un mec qui tire, qui se prend une bombe sur la gueule, mais il est tout seul. Les autres, ils font juste oh là là, des avions. Et qui disparaît dans une propreté. Ah oui, mais ça. Ah monsieur, c'est comme Pearl Harbor de Disney. N'oublions jamais, pas une goutte de sang, tout le monde est juste un petit peu brûlé, genre oh là là, dis donc, ça pique. Non, c'était le rouge à lèvres pour trier les C'est ça, et le fameux rouge à lèvres, merci Pearl Harbor, ça aussi c'est un grand film historique, parlons-en. Mais effectivement, les bateaux, ça se passe pas exactement comme ça, et pour les Little Ships, justement pour reparler de la flotte, les Little Ships ne ramènent pas les gens d'Angleterre. En fait, la décision, c'est que la flotte anglaise, ils n'avaient plus de budget, donc ils ne l'ont pas mise non plus. Il y a la flotte britannique qui est au large de Dunkerque, qui est là pour couvrir. Et les Little Ships font simplement l'aller-retour entre justement la plage et les gros bateaux qui, eux, vont pouvoir traverser la Manche. Et qui, eux, du coup, font une couverture aérienne. Voilà, et alors, ça fait mal quand même quand on se prend plein d'avions qui tombent sur une flotte, mais la couverture de la flotte, c'est quand même autre chose. Et par ailleurs, là, la RAF se manifeste beaucoup plus. Donc non, il n'y a pas un avion
au-dessus de Dunkerque. Qui il doit y a- faire tout le travail tout c'est seul, ça. en panne avec un C'est réservoir ça, vide. exactement, on a effectivement des unités entières de Hurricane et Spitfire qui sont envoyées pour faire un petit peu de boulot et on a jusqu'à 400 avions déployés en même temps par la 400 bombardiers et 180 Messerschmitt qui des fois passent en même temps sur la plage, donc si vous voulez c'est autre chose que quand on voit 5 bombardiers qui passent gentils. Mais en plus, cette retraite, du coup, du côté de l'Angleterre, c'est aussi un petit peu quand même une réponse en disant non, si vous essayez de passer, ça va pas passer. On est capable quand même de faire en C'est sorte ça. que vous n'arriviez pas jusqu'à chez nous. À l'origine, justement, les Anglais commencent des contre-attaques, il faut le savoir, et il y aura même De Gaulle qui tentera une contre-attaque pour dégager la poche, parce qu'il est à l'extérieur de la poche, avec des B1 bis, les fameux chars que les amateurs de ma chaîne connaissent. Et justement, B1 bis qui foutront des branlées, même au canon de 88 qu'on mettra en phase 2, qui était pourtant le gros canon qui a fait toute la guerre chez les Allemands. Les Anglais, en tout cas, vont contre-attaquer un moment pour sortir, ont des blindages suffisants pour commencer à mettre des branlées au Panzer qui est en face. Sauf qu'on leur met des 88 dans le nez et ça va pas. Mais ça contraint aussi les Allemands à dire il y a encore 1 million de mecs dans la poche, faut peut-être qu'on se calme. Ce qui va faire la différence, c'est comme les Anglais se sont repliés sans concertation, les Belges, qui sont 600 000, se retrouvent avec d'un coup des flancs découverts, commencent à prendre cher et le roi va se rendre, ce qui fait que on va passer de 600 000 à 400 000 hommes, enfin d'1 million à 400 000 hommes. Et là, les Allemands vont dire bon, là, c'est jouable. Et c'est justement là que tout va s'inverser, à savoir que les Français dans certaines zones se battent à 1 contre 10 et même dans certains cas à 1 contre 30, mais ne se rendent pas, hein, c'est contrairement à la légende, ce qui fait que les Français arrêtent de se battre, c'est l'épuisement des munitions. D'autant qu'en plus, j'imagine que sur la retraite anglaise, Oui. Les stocks de munitions, le matériel, etc., tout ce qui ne peut pas être embarqué est détruit. Exactement, l'essentiel a été détruit sur les plages, saboté pour éviter d'être récupéré. Les Allemands feront un maximum, mais on a quasiment 1 million de tonnes de nourriture, de munitions, enfin de rations, de ravitaillements divers qui vont être abandonnés à l'ennemi. Donc oui, on tente de détruire le maximum pour pas l'aider, sachant que la campagne de France n'est pas finie. Dans le film, on vous montre justement quelques soldats français qui vont embarquer. En réalité, on a quand même, ça va être plus de 100 000 soldats français qui vont pouvoir être évacués avec des Belges. Ils sont pas repartis en Angleterre, hein. Ils sont arrivés en Angleterre, on leur a dit les mecs, la bataille de France c'est pas fini, on retourne en France. Donc ils sont retournés en France et ça s'est mal fini pour eux. Donc voilà. Mais pour le coup, les Anglais ont dû effectivement abandonner énormément de matériel, les Français aussi, et justement la propagande allemande a pu faire de très belles photos, si on peut dire, à savoir énormément pour montrer cette plage chargée de matériel abandonné pour ce qui aurait dû être une campagne à succès. Oui, et qui du coup donne une scène de chaos complète avec un gâchis détruit, énorme, etc., de matériel. Voilà. Là, et une plage qui n'est pas du tout fraîchement ratissée des tracteurs des services municipaux de la veille. Voilà. Elle est encombrée de matos et les fameuses files que vous voyez de soldats, c'est pareil, c'est une incohérence complète. C'est-à-dire ces files de soldats ont existé à partir du moment où les petits bateaux sont arrivés. Parce que les bateaux arrivant quand ils ont vu les petits bateaux qui pouvaient arriver jusqu'à la plage, parce qu'ils avaient un tirant d'eau suffisamment léger pour arriver jusqu'à assez près dans l'eau, les mecs ont dit on fait des files pour embarquer sur les petits navires qui nous ramènent sur les gros navires de la flotte. Mais au début du film, il n'y a pas les little ships. Et les mecs sont en train d'attendre dans l'eau, le genre je vais mourir de froid. C'est ça, c'est-à-dire que quand même, quand on est dans cette situation-là, déjà on évite de mouiller ses fringues. C'est jamais un bon plan, hein, surtout quand t'as pas accès aux antibiotiques, à la chaleur, oui, voilà, ça peut être des idées. Que accessoirement les conditions d'hygiène sont déplorables, etc. Rester les pieds dans l'eau, c'est quand même, c'est pas conseillé, encore aujourd'hui. Hein. Ne le faites pas chez vous. C'est ça, exactement. Voilà, donc bon, et en plus bien en ligne pour que en cas de bombardement. Oui, voilà, il se fasse cartonner. Alors que la réalité était que c'était assez simple de survivre au bombardement sur la plage. Enfin, c'est simple, façon de parler. À savoir que les bombes, en s'enfonçant dans le sable, faisaient beaucoup moins de dégâts parce qu'elles s'enfonçaient trop profond et faisaient effectivement ça moins de dégâts. Ça, on le voit un tout petit peu, mais le problème c'est que derrière il n'y a pas de trou de but parce que ça c'est pareil, ils ont oublié. Oui, non, c'est. Mais sinon, le tracteur, il pouvait plus passer pour un Bah voilà, c'est ça. Pareil, les bâtiments qui sont en fond, hein, c'est pas les bâtiments d'époque. Ils ont aussi oublié de changer ça. Ils avaient tellement peu de budget parce qu'ils ont gaspillé ça en conneries qu'il y a des lignes de fantassins qui attendent. En fait, c'est du carton. C'est des mecs en carton qui ont été mis, donc c'est beau. Mais la plupart des soldats se font des trous dans le sable, puisque à part si la bombe vous tombe directement dessus, comme le reste du sable va faire office d'abri pour vous, va amortir l'explosion de la bombe, c'est assez facile de pouvoir se faire des abris. Donc pour beaucoup, ils sont dans les dunes à l'arrière de la plage à attendre l'évacuation, sachant qu'on estime qu'il y a un bombardement par demi-heure. Dans le film, on voit les mecs qui disent non, faut pas qu'on tourne à Dunkerque, c'est la mort là-bas. Puis en fait, on les voit qui sont assis, genre les pieds dans l'eau. Bon, bah on attend. Voilà. Oui, vraiment, a priori, c'est plus mieux ordonné qu'une file à McDo là. Ah oui, non, mais c'est ça. Même au Club Med, on a vu des scènes de chaos plus grandes parce qu'il n'y avait plus de taboulé. Le ponton aussi qui se prend. Oui.
Enfin, je sais pas. Je serais patron d'une armée, je dirais le ponton, là, les mecs, là, on s'en fout, là, le ponton, vous me le démontez, là, vous le mitraillez, je m'en fous, vous balancez des cailloux, des bombes, tirez dessus, mais c'est un ponton en bois, ça va pas résister bien longtemps, on est d'accord. Non, mais là, ils s'en foutent. Voilà, non, ça fait un trou, ça fait un petit trou comme dans Mario, comme si Voilà. il avait sauté, là, Pouit, oui, voilà. pouit, voilà. On remet deux planches et puis c'est bon, ça repart, hein. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de marée, il n'y a rien. Voilà. Hein, c'est... Et justement, c'est ce qui manque, c'est qu'il faut rajouter que non seulement il y a les bombes, mais il y a les mitraillages. C'est-à-dire, effectivement, comme la Luftwaffe a l'avantage dans les airs, parce que la RAF a du mal à être partout, et surtout, le film le traite très mal, mais le temps d'opération sur zone est très court, parce qu'ils partent de l'Angleterre, qu'ils aillent jusqu'en France, Oui, qu'ils soient sur place, donc avec le moteur à fond pour les situations de combat, donc qui va se mettre à bouffer de l'essence comme pas possible, et qu'ils puissent repartir ensuite. Donc d'où le fameux avion qui tombe en panne. Mais dans les faits, les Anglais peuvent pas être extrêmement présents dans la zone, d'où le fait que les Allemands peuvent mitrailler très très largement, après larguer leurs bombes, passer avec les Stuka justement en rase-motte, faire des mitrailleges de la plage. Là, c'est infernal. Oui, là, la mort peut tomber absolument n'importe quand. Exactement, et le ponton et autres sont des cibles prioritaires. Ah bah, pour le évidemment. coup, l'artillerie allemande est beaucoup plus présente, parce que ça ne veut pas dire qu'ils soient arrêtés, qu'ils ne bombardent pas. Il y a énormément Et de puis, buts qui sont les tirés. tirs en cloche, ça existe. Hein. Mais C'est voilà. pas parce que tu fais une zone de défense devant que les canons de Paris, c'était avant. Voilà, exactement. Vous saurez même d'ailleurs que des mitrailleuses ont servi à faire des tirs en cloche. Voilà, on peut faire des tirs en cloche à la mitrailleuse, c'est pas très précis mais c'est rigolo. Bah, et sur une plage comme ça, avec des mecs qui attendent en ligne, Voilà. Mais c'est pour ça que toute cette vision très, très nette finalement d'une plage très ordonnée. Très propre, très. Oui, c'est vraiment. Il y a des questions qui tombent ou est-ce qu'on Alors, est. Dis-nous tout. Tu vois des choses. Une question. Les Anglais qui se replient à Dunkerque en sacrifiant les Français, et puis les Anglais qui sacrifient des Canadiens lors de la tentative de débarquement à Dieppe en Tout à 42, fait. c'est une tradition chez eux. Hashtag Oui. mauvaise foi. C'est ça, exactement. Ce sont de sacrés farceurs. Oui, parce que pour le coup, les Canadiens se sont vraiment fait sacrifier la gueule à Dieppe en disant bon les mecs, vous allez voir comment ça se passe dans un port en eau profonde. Réponse mal. Et après ils ont fait non mais c'était pas un débarquement, c'était un test. C'était pas un vrai Oui. débarquement. C'est pour ça que ça a échoué. C'est C'était pour juste ça, fait pour voir. on a pris des contrefaçons d'anglais, voilà, Voilà. hein, voilà, comme ça. Non, en fait, il faut savoir que, comme on le disait tout à l'heure, à Dunkerque, c'est surtout un général qui va très très mal communiquer. À tous les niveaux, il y a des soucis de communication entre deux armées qui parlent pas la même langue, accessoirement entre deux armées qui n'ont pas la même vision de la guerre. Les Français, ils peuvent pas vraiment évacuer, hein, c'est leur pays, donc c'est un peu difficile. Et les Anglais disent voilà, la bataille de France est terminée, on a besoin de nos troupes chez nous. Donc rien que ça va créer un certain chaos, et ces deux visions de la guerre font que c'est problématique. Le paradoxe étant que Churchill, encore une fois, a donné des ordres distincts de ceux qui ont été opérés à Dunkerque. Et que le général a agi contre les ordres, et l'amiral par la suite en disant les mecs, on se casse. Même si on a des ordres qui disent le contraire, on se casse. Donc ils arrivent à se barrer. Par contre, effectivement, les pauvres Canadiens à Dieppe, ça a un peu effectivement été la série du genre bon. Par contre, les Anglais, le sacrifice, ils connaissent aussi. Hein. Ils ont fait de très belles opérations, par exemple avec un destroyer bourré d'explosifs et de commandos anglais, qu'ils ont envoyé en plein sur une base allemande en France par la suite. Ils ont dit voilà, on descend du bateau, on mitraille tout et maintenant on fait péter le bateau. Ça a un petit peu perturbé tout le monde, mais oui, l'anglais a le sens du sacrifice. Par la suite, ça sera l'inverse. Montgomery sera accusé par les Américains d'avancer beaucoup trop lentement parce que Montgomery dira ouais, mais moi j'ai des troupes à préserver. Alors que les Américains disent mais c'est bon, mais on en a plein des troupes, allez bombarde-moi là, c'est pas grave. Voilà, et les Anglais, vous le saurez, sont aussi, justement, par rapport aux Américains, en termes de précision de bombardement, d'une autre qualité que nos amis américains qui, généralement, faisaient « Bon, tu vois la zone, là, bon, tu rases. Bon, c'était pas la bonne zone, on va renvoyer plus d'avions. » Et la technique de la terre brûlée, ça marche bien. Ça fonctionne voilà, bien. Nickel. Il y avait autre chose ? Pour le moment, tout va bien. On est bien au niveau des questions. On peut continuer la poursuite du film. Exactement. On sent le trépignement pour arriver à la flotte. C'est ça, exactement, parce que effectivement cette flotte, non seulement elle va être la fameuse histoire des Little Ships, où on va dire on va appeler tout le monde. C'est pas le truc aussi effectivement. Oh, nous sommes des patriotes et nous allons. Bon, déjà il y a un ordre qui est donné. Ça fait une semaine qu'il y a des prières parce que c'était pas une opération qui tournait bien. Le roi avait ordonné au pays de prier, donc il y avait une semaine de prières. Pour dire pour nos troupes. Donc c'est là que les gens ont fait oh putain, ça sent pas très très bon.
et qui vont décider de l'envoi de ces fameux Little Ships qui vont venir d'un peu partout. Il y aura des navires d'ailleurs français, il y aura des navires néerlandais. C'est mis un tout petit peu en scène avec le fait qu'il y a la Navy qui passe les ponts, etc. Exactement. Il dit, bonjour, c'est la poste, c'est pour le calendrier. Voilà, votre et bateau. eux disent on y va nous-mêmes. Et ça, par contre, effectivement, vous avez des patrons de pêche et autres qui ont dit bah on y va. Parce que l'un des inconvénients qu'ils avaient, c'est qu'ils se retrouvaient. Il y a eu des Little Ships dans l'autre sens, c'est-à-dire des bateaux qui ont été pris à Dunkerque par des soldats pour tenter de se barrer. Sauf qu'effectivement, bon, ça d'ailleurs on le voit brièvement dans le film avec ce chalutier qui se téléporte, rappelons-le, parce qu'il est troué, il coule. Mais c'est pas grave, il arrive à aller en haute mer sans problème. Donc, Oui, ok, pourquoi pas. en 5 minutes. En 5 Alors minutes en que- plus. Alors que la marée commençait. Voilà. Donc c'est en dire oui, mais temporalité différente. Oui, Je mais veux non. bien que ça soit une Même en grande prenant les plage éléments, très non. plate, Dunkerque. Je l'ai vu de mes propres yeux, pas que dans le film. Hein. Ah C'est oui, une bah, grande tout à fait. plage, machin, mais c'est pas très profond. Donc là, le chalutier, déjà, comment il est arrivé jusque-là, c'était pas mal. C'est courageux. Voilà, c'était plutôt noble, hein, sans une remorque, voilà. Mais comment il repart jusqu'au mouilleur de mine pour arriver quasiment à une collision et à cette fameuse nappe de fuel, etc. Oh là, j'avais oublié la nappe de fuel. Et Voilà. le bateau en bois, bien entendu. Et le bateau en Voilà. bois. Et le bateau en bois. Non, et puis par ailleurs, ce qui va beaucoup gêner les navires, c'est pas tant l'histoire des U-boots et tout qui arrivent. Alors, les sous-marins allemands font quand même gaffe dans la zone parce que justement, il y a quand même un peu la flotte anglaise qui est là et qui dit bon, les enfants, si j'en chope un, ça va mal se passer pour toi. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des batteries navales qui vont être installées sur la côte française, puisqu'elle est désormais sous contrôle allemand, et qui sont à la portée des navires. Raison pour laquelle les Little Ships devront prendre un itinéraire alternatif. Ce que dans le film, on ne voit pas, parce qu'il ne parle pas aux militaires. Il dit bah, faut que j'y aille. Mais oui, Oui. mon grand, mais il faut que tu partes avec le guidage, parce que si tu prends la voie la plus courte, tu vas te faire défoncer. Donc, Ouais. bon. Et en plus, c'est fragile un civil. Oui, c'est Parce ça. que ça tombe, ça meurt. Les militaires anglais armaient en général les navires. On avait souvent 2 mitrailleuses qui étaient installées sur beaucoup de petits navires, ça ne veut pas dire sur tous, justement pour pouvoir avoir un minimum de défense. Ensuite, voilà, quand ils arrivaient sur zone, c'était un peu plus compliqué parce que le patron pêcheur, bah là c'est pareil, hein, la plage, il arrive à naviguer sans problème. Comme on vous dit, il y a des épaves, ce qui est déjà un problème majeur. Et ensuite, parce que plus le temps passe, moins on peut naviguer, donc c'est rigolo. 2, vous avez effectivement les macabées qui flottent dans l'eau, vous avez des restes, des débris, des différents trucs abandonnés qui avec la marée ont pu être emportés. Enfin, c'est relativement Et problématique. des autres bateaux qui ont été. Voilà, parce qu'effectivement, du coup, c'est très mal mis en scène. Mais effectivement, les bateaux, ils prennent cher. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour être mis dans cette Exactement. situation. Donc, il y a les épaves. Donc, en fait, chaque minute qui passe, c'est pire. De toute façon, il Voilà. n'y a rien qui s'améliore dans cette situation. La fameuse défense du périmètre, de pas dire attention là on sort du périmètre, là c'est plus dans le périmètre. Non, le périmètre il est couvert par les Français. C'est-à-dire que à chaque limite du périmètre, il y a des soldats français. Et du coup, je me demande pourquoi l'armée allemande n'est pas tout simplement descendue sur la plage et a Ah oui, remonté parce que direct. pour le coup, apparemment dans le film, ils ont une ligne à découvert, ils ont qu'à regarder. Hein. Oui, puis voilà, je veux dire, le chalutier, déjà, il se prend des cachous. Je sais pas, c'est pas des balles de fusil quand même qui percent des coques de chalutier, je pense, en acier. Ah, une coque de chalutier, ça dépend de la distance, on va dire. Voilà, Mais mais on donc, peut, du on coup, peut là, faire des vu la trous. distance, tu te dis quand même que c'est pas un sniper à 500 mètres quoi. Qui Bah, c'est fait surtout ça, que quoi. s'il y a des mitrailleuses à cet endroit-là, elle est capable de tirer beaucoup plus loin et d'arroser, ou ils peuvent mettre un canon ou un observateur d'artillerie, enfin Et- ils peuvent se faire et plaisir. le chalutier aurait déjà probablement servi de cible d'entraînement. Voilà. Donc c'est pour de toute façon toute cette partie, enfin rien ne tient de toute façon dans ce film, comme ça c'est réglé. Et oui, et les obus tombent sans faire de bruit, rappelons-le aussi. Quand ils tirent un tel d'artillerie, ça fait juste boum. Oh là, attention, on nous tire dessus. Non, un obus ça siffle. Hein, pour votre information, il y a de l'air qui tourne autour, donc c'est même pour ça que les soldats savaient quand se baisser ou pas, parce que quand on avait l'oreille, on pouvait savoir si l'obus était pour le mec derrière ou pour toi. Mais justement, tous ces petits navires vont arriver avec la flotte, et la flotte elle-même va quand même tenter des opérations où ça va un petit peu contre-attaquer. Par contre, il y aura énormément de dommages sur la Navy, d'où le fait qu'ils retirent les destroyers, à cause justement des bombardements relativement précis. Mais comme dans le film, on voit pas de bombardement, on voit même pas le port à côté où ça évacue. On voit juste des beaux bateaux peints de frais. Voilà. Donc tu te dis, bah, il est vieux le bateau, mais enfin, a priori, pour de la guerre, il est bien, voilà, il est Ouais. bien briqué et tout ça, il brille, etc. Se prendre un cachou, pas deux, et couler. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, c'est sûr que ça soit crédible ou pas, c'est. Voilà. Oui, effectivement. Et quand on voit, bon, on va pas détailler sur les Le dommages. bateau médical, Oui, tout à fait. l'évacuation médicale, où là, le bateau, il est tout beau sur le ponton, etc. Il se prend littéralement
un cachou et limite il le pousse avec la main pour pas que ça encombre le quai. Voilà, c'est ça, en disant bon, alors qu'ensuite on le voit plus vraiment, hein. D'ailleurs il est il a coulé, il a coulé dans 2 mètres d'eau. Le ponton, il fait la taille de la Tour Eiffel en fait sous l'eau. C'est ça, ponton, exactement. Donc c'est vraiment propre. Non, justement, encore une fois, ces navires qui coulent, c'est pas en le poussant et en sauvant le ponton que ça va aller. Une fois qu'il a coulé, le navire il a coulé. Et par exemple, je crois que c'est, sauf erreur de ma part, c'est l'amiral Falgard, dont je vais vérifier le nom immédiatement parce que, comme je vous dis, j'ai toujours un souci avec ça. Mais tout à la fin, donc on a cet amiral français qui va se retrouver à dire, il faut vérifier. Voilà, l'amiral Falgard, c'est bien ça. La nuit du 3 au 4 juin, c'est-à-dire la nuit de l'évacuation, on donne un ordre qui est pas simple. C'est tout cela est fort mystérieux. C'est bon, c'est fini. On donne un ordre qui est dur, c'est on dit aux troupes françaises, maintenant il faut quitter le contact avec l'ennemi. Donc tous ceux qui sont sur la ligne en train de repousser les Allemands, on leur dit vous vous barrez et vous rejoignez le port. Et Falgard va monter sur une vedette, donc un amiral français, et il va se promener dans le port de nuit, donc ils ont tous les feux éteints, et ils disent c'est très très impressionnant parce que on bute dans des Maccabées avec la coque du bateau en boucle. Ensuite, de temps à autre, on est obligé de dégager au dernier moment parce qu'on voit arriver l'un des derniers vapeurs. Il y a même des bateaux à aube qui ont été ramenés pour tenter de les évacuer. Un vapeur qui rentre dans le port, qui cherche son chemin, mais qui doit aussi, sans allumer ses lumières, esquiver les épaves. Avec des roues à aube, ça doit pas être terrible. Et trouver son quai pour savoir où est-ce qu'il doit embarquer les mecs. Et ils disent, voilà, et maintenant on a tous les Français qui débarquent sur la plage et qu'il faut évacuer. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas tous les évacuer. Et là, effectivement, il y a des scènes encore relativement difficiles parce que des mecs savent qu'ils vont être faits prisonniers, quoi qu'il arrive. C'est couru d'avance. Donc voilà. Donc du coup, pour revenir sur le film, nous avons cette fabuleuse arrivée donc, des Little Ships. Alors moi, personnellement, la première fois que j'ai vu la scène, j'ai dit wow, c'est beau, je me croyais dans Good Morning England. Ouais, c'est ça. Non mais c'est beau l'arrivée des Little Ships. C'était plus réussi dans Good Morning England, quelque part. Quand il y a le naufrage du bateau radio, c'est beaucoup plus réussi. C'est-à-dire que là, il y a une suite de bateaux. Ah, ils sont tous beaux, ils sont tous clean, etc. Et il dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, on comprend qu'est-ce qui a mal tourné dans le film. Bah voilà, et donc justement ces bateaux quand ils arrivent déjà c'est pas exactement que des civils qui font bonjour les amis, nous sommes les petits bateaux. Non, parce que comme on l'a vu, il y a des militaires qui vont occuper les bateaux et les militaires sont chargés du guidage, donc c'est des militaires qui vont surtout arriver sur zone à bord de ces petits bateaux qui ont été armés avec des choses de fortune pour venir les sauver. Et puis, ils ne les ramènent pas en Angleterre, encore une fois. Leur mission, c'est d'emmener sur les plus gros bateaux, parce que c'est les plus gros bateaux qui vont se charger de l'évacuation. Plus gros bateaux qui, effectivement, ne sont pas en train de se promener par groupe de 1 en disant « Oh mon Dieu, non, on se fait attaquer !» Et ces Little Ships sont aussi, justement, il y a les bombardements navaux qui sont en train de leur arriver sur la gueule en même temps, parce qu'il y a ces fameux canons d'artillerie qui ont été positionnés et qui peuvent les arroser. Et pas simplement une mitrailleuse au bout de la plage qui fait « Bon, on est les Allemands, on est là, ça vous dérange pas ?» Et c'est pareil, les généraux français, parce que là, sur la défense, il y a encore une fois la question des Français, les généraux français vont se battre avec leurs troupes et se rendre avec elles quand ils vont être capturés à court de munitions. Et on oublie une chose, d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais si on a des gens qui nous regardent qui sont à Lille, l'opération Dynamo est une réussite grâce à Lille, parce qu'en fait, la ville va tenir 5 jours pour retenir plein de forces allemandes et se débrouiller pour qu'elles n'aillent pas rejoindre le reste qui tente d'encercler et d'attaquer la poche de l'opération Dynamo. Et une anecdote qui est marrante, c'est que ils se sont tellement bien battus que à la fin du siège de Lille, le général allemand dit « Vous êtes bien battus, rendez-vous et défilez avec les armes devant nous. » Donc ils n'ont plus de munitions, les Français défilent avec les honneurs devant une fanfare allemande et un régiment d'honneur allemand, et le général qui fait ça sera limogé par Hitler qui dira « Mais espèce de con, pendant que tu faisais ça, fallait attaquer !» Et effectivement, s'il avait attaqué à la place... Mais là, du coup, sur cette opération-là, on est vraiment sur les codes de la guerre à l'ancienne, voilà. Entre guillemets, où effectivement, il y a l'honneur, respect, le code, voilà. etc. Non, là sur la Seconde Guerre mondiale, on passe. Non, tu charges. Voilà, tu fermes ta gueule et tu y vas. C'est pour ça que beaucoup d'officiers allemands, faut pas oublier, il y avait quand même une espèce de. Le principe des vieux officiers un peu prussiens. On pense à Rommel, qui était quand même relativement respecté, y compris de ses ennemis. Voilà, on a ce général-là. Et on a même un général, alors j'ai plus son nom, mais pour l'anecdote, qui à la fin de la guerre, lui, il est sur le front Ouest. Et on lui dit. Hitler vient le voir et lui dit bon mec, maintenant, changement, les SS prennent de plus d'importance dans la hiérarchie et désormais tu feras tous tes rapports au responsable nazi régional
pour voir comment ça se passe. Ce à quoi il répond, je n'ai pas de compte à rendre à un nazi de pacotille. Alors dire ça à Hitler, c'est toujours conceptuel. Oui, Et ça- Hitler, se faisant caca dessus à ce moment-là de la guerre, a fait ouais bon c'est bon, je m'en vais, au revoir. Et donc il n'a pas été fusillé. ce qui est un Voilà. connard en Et soi. lui justement avait des principes de guerre qu'il respectait. Bon, mais sur justement C'est jamais très propre une guerre de toute façon. Mais voilà. c'est sûr qu'il y a quelques étapes qui sont très codifiées des grandes campagnes du siècle d'avant, etc., qui sont très codifiées, très posées. Qui sont encore là. Voilà, et dont il reste quelques traces. Et- Alors, j'ai une question qui Oui. est intéressante, toujours de la même personne. Bonjour Alain. Historiquement, est-ce que la flotte allemande intervient? Alors non, la flotte allemande va envoyer des navires très légers elle aussi, c'est-à-dire sur la Manche, ce qui était relativement redoutable et qui d'ailleurs sera aussi présent pour le 6 juin 44, il faut le savoir, c'est les torpilleurs allemands. Donc des vedettes extrêmement rapides portant une torpille de chaque côté et une paire à bord. Donc le bateau arrive, c'est une vedette, largue ses torpilles et se casse à toute allure. Si vous êtes un gros navire et que vous n'avez pas le temps d'esquiver, déjà c'est un petit bateau à cibler, et s'il a le temps de larguer sa torpille, il va falloir commencer à bouger sérieusement. Donc oui, on a des petits navires de ce type qui vont attaquer. Et vu que c'est un petit navire, le coût est moindre pour l'attaquant. Voilà. Donc tout est bien pensé. Il y aura même d'ailleurs et à Dunkerque et le 6 juin. Le 6 juin, c'est même un navire plus gros qui subit ça. Une torpille plein centre. Et la torpille plein centre, le pire, c'est pas directement quand elle touche la coque, c'est quand elle arrive à péter limite sous la coque, ce qui fait un trou d'air. Ce qui fait que le bateau se coupe en deux de manière impeccable et donc ça forme un V quand il coule. Donc c'est joli. Par contre, ça fait très mal. Et ça, effectivement, il va y en avoir. Par contre, la RAF est assez intraitable sur le sujet. Et il ne faut pas oublier que la flotte allemande, Hitler n'a pas parié dessus. Il a retenu la leçon de la Première Guerre mondiale. À savoir, bon, les mecs, on sait que les Anglais ils ont de meilleures flottes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parier sur autre chose. Donc c'est la flotte sous-marine qui va faire En le même gros temps, du travail. d'un point de vue militaire, ce qu'on peut dire, c'est que les Anglais, à chaque fois qu'on a essayé de leur piquer leur île, ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est sur pas la bien mer. passé. Voilà, ici, effectivement, un changement de stratégie s'imposait peut-être. Hein. Et- Moi, déjà, je comprends pas comment, plusieurs centaines d'années, tout le monde a essayé de faire la même chose. Voilà, nous il faut savoir que la France, on a eu l'idée une fois de le faire, on a dit ouais, on va faire une flotte gigantesque, on va faire la deuxième flotte d'Europe, on a mis un siècle, on a planté des chaînes pour faire des bateaux, ça prend un siècle plus tard on a la deuxième flotte d'Europe, ouais, bah quand t'as la deuxième, tu perds quand même contre la première, donc ça servait à rien, merci, bonsoir. Mais là c'est ça, en fait ils vont faire des petites sorties, Hitler a compris que sur les mers il gagnerait pas, donc il a fait sortir des navires légers, les gros navires, on verra, c'est certainement de la guerre de course, on a effectivement aussi quelques navires plus classiques, mais ils sont relativement peu nombreux et ils sont utilisés de manière, enfin ils sont pas utilisés pour des batailles à l'ancienne. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi le tournant des batailles navales à l'ancienne, à savoir même dans le Pacifique où on a encore les dernières grandes batailles de ce type, c'est là qu'on s'aperçoit que désormais la supériorité c'est l'avion, des flottes qui se rencontrent pas forcément directement et qui s'arrosent de canons, mais plutôt des bombardiers qui viennent faire le travail, parce que pour reprendre la question du coup, 10 avions qui vous foncent dessus avec des torpilles, ça fait plus de dégâts potentiellement qu'un battleship qui va coûter une somme monstrueuse, demander un équipage énorme qui est lent et qui en plus Logistique et voilà une maintenance qui sont juste de la Voilà. folie. C'est-à-dire que souvent dans ce genre de scénario, c'est on voit, oui, on envoie le très gros bateau. Ok, donc le très gros bateau, les 3 ravitailleurs, les 5 cargos, Voilà. les 150 machins, etc. Exactement. Tous ces gens, il faut des tentes, il faut des fourchettes, il faut des... Enfin, tout. Donc c'est pour ça, alors qu'un porte-avions bien équipé fait mieux. Mais pour le coup, effectivement, au large de Dunkerque, il y aura des attaques légères. Comme je l'ai dit, il y a quelques sous-marins, mais qui font gaffe à leurs fesses, parce que ça déconne pas trop quand la RAF est de sortie. Mais on est encore sur l'époque où les sous-marins allemands peuvent faire des choses. C'est à partir de 43 qu'on va commencer à moins rigoler. Au niveau de cette bataille, en fait, le récit donne l'impression en fait que ça a été une bataille qui a toujours été mise en arrière d'une autre. Alors qu'en fait, quelque part, il y a beaucoup de choses qui s'est joué sur justement les 5 jours où personne n'a décidé. Exactement. Juste parce que sur place, ils n'arrivaient pas à se décider d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et que de l'autre côté, tout le monde se disait ouais, non, mais là, c'est pas important, on va s'en occuper après. D'abord, il faut péter la gueule à ceux qui sont à côté. Alors qu'au final, effectivement, si quelque chose avait pu s'organiser et que justement, les poches militaires avaient pu. Si, voilà, avec des si, on peut faire Voilà. beaucoup de choses, mais on peut Mais- imaginer une poche de Dunkerque qui non seulement tient, mais surtout une contre-attaque qui permet la jonction. Si on avait suivi le plan justement des généraux français à ce moment-là, sachant que de ce point de vue-là, les armées françaises et anglaises disposaient du matériel d'un point de vue mécanisé pour faire pas mal de choses. Encore une fois, De Gaulle, quand il va déclencher sa contre-attaque, il contre-attaque avec 137 chars et il va faire sacrément mal. Il finira par être arrêté et il y aura une erreur qu'il fera, c'est qu'il pourrait
il pourrait percer, mais il manque de matériel, y compris de radio. Et c'est ainsi qu'il ne va pas être au courant que sa percée a réussi et qu'il pourrait l'exploiter. Résultat, il n'exploite pas sa percée, les Allemands se réorganisent, mettent des 88 sur des hauteurs, et là c'est une autre histoire. Et surtout, là, ce que je disais, en final, c'était pas tant pour faire des essais sur l'histoire que la désorganisation complète du film Ouais. est encore plus incompréhensible qu'elle est tournée comme une bataille majeure, etc. Alors que non, d'un point de vue stratégique, logistique, etc., tout autour, il y a des gens qui se disent, chez moi, c'est plus important que ce qui se passe à côté. C'est Alors ça. que effectivement, avec des si a posteriori, etc., on voit qu'est-ce qui aurait pu se faire, mais sur place, ils se sont juste dit non, mais là, les Français, voilà, ils évacuent, c'est la merde, mais on va pas risquer les bateaux, on va pas risquer les avions, on va pas risquer les machins, on va pas. Mais c'est pour ça qu'on aurait pu imaginer un film carrément d'une autre taille et qui raconte autre chose, c'est-à-dire vous voulez montrer Dunkerque, faut vraiment imaginer des mecs qui arrivent sur une plage dévastée, avec des épaves partout, avec des colonnes de fumée noire dans le ciel, avec effectivement des cendres qui leur tombent sur la gueule, des gars bourrés, des batailles entre soldats pour embarquer. Et effectivement, ensuite, tous ces gars qui disent où est-ce que je vais monter, là on peut jouer sur le côté tic-tac, quand est-ce que je vais pouvoir évacuer, etc. Mais aussi voir les Allemands qui poussent, les Français qui résistent, et peu à peu les mecs qui reculent pied à pied en disant ça va mal se passer, quoi. Et les bastons justement entre français et anglais, autre que Joe le français qui fait oh là là j'aimerais bien embarquer avec vous les amis. Donc J'ai changé de fringue pendant que tu faisais caca. voilà, pas où tu faisais caca, j'ai changé de fringue, oui parce que voilà le mec il va faire caca, non mais sans déconner. Donc voilà, et pareil pour la RAF, ne pas mentir en disant bon on n'a pas de budget, on va dire qu'il y avait qu'un seul avion au-dessus de Dunkerque. Non, il y a des vraies batailles aériennes. Si vous reprenez des films qui ont été faits avec des budgets largement inférieurs, reprenons la bataille d'Angleterre, en termes de bataille aérienne, il y a quand même autre chose. Bah, il est clair que au niveau des films de guerre, en plus sur le type de Dunkerque, il y a tellement d'œuvres majeures qui ont été faites avec du matériel d'époque, qui ont été réutilisés, remis, etc. Il y a des films colossaux avec des milliers de figurants, oui. du matériel, etc., des grandes mises en scène. Il est clair que on peut pas comparer le Dunkerque là d'un film de guerre des Non. années 50-60, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, c'est le C'est- contexte. Imaginez un imaginez un film Dunkerque dont on a retiré 80% de ce qu'il a montré et on a Dunkerque tel qu'il a existé avec Nolan. C'est un film qui est creux et qui est réécrit. J'en parlais il n'y a pas si longtemps. Lisse et Qui, nettoyé. qui est réécrit pour faire. Vous avez vu comme c'était beau cette belle évacuation qui a été transformée en victoire, etc., etc. Et la seule chose finalement qui est vraie dans tout ça, c'est la fin, à savoir ce discours de Churchill et les soldats qui sont fêtés quand ils arrivent, parce que oui, on les a fêtés malgré le fait que ce soit une défaite, en disant bah, c'est une victoire d'avoir su vous évacuer, c'est le miracle de Dunkerque, et ce discours de Churchill qui dit bah voilà, on se battra sur les plages, on se battra dans les collines, etc. etc. Donc voilà, en plus je vois qu'il est 18h10 et je vois des gens qui me regardent bizarre, donc peut-être qu'il nous faudra bientôt passer la parole. Bien, le compteur nous dit qu'il nous reste 8 Ah, on a minutes. encore 8 minutes. Bah dis donc, et on nous dit oui, il pleut, oui, wesh. tout à fait. D'accord, je n'avais pas fait attention à ces messages mystérieux. Bon bah autant pour moi. Voilà, donc du coup, pour conclure sur Dunkerque, je dirais que le film avait des bonnes intentions Ah de oui. mise en scène. Je dirais que Christopher Nolan avait très envie de louer des vieux bateaux. Voilà, il s'est fait plaisir, il a voulu louer des vieux bateaux, il a loué des vieux bateaux. Et c'est Et- dommage. Et peut-être que ça serait beaucoup mieux passé si quelque part ça avait été très clair sur ce côté-là et que ça avait été un film pour passionnés de bateaux. Ah, Parce c'est que, ça. Voilà, mais clairement, le vendre comme un grand film de guerre façon le jour le plus long, ça ne C'était marche absurde pas. et c'est pour ça que quand j'ai vu les critiques qui disaient waouh, un vrai film de guerre avec une ambiance, non, vous pouvez rendre une ambiance, vous pouvez rendre une tension, vous pouvez rendre des choses. Si vous voulez voir de la tension dans la guerre, je vous recommande The Pacific, la série voilà, qui est Band of Brothers version Pacifique, où il y a justement des moments qui sont finalement des moments de pure attente et de bah il y a de la tension, on ne sait pas où sont les gens. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Les Japonais qui sont invisibles, là on peut parler de ce genre de choses. Mais pour Dunkerque, c'est vraiment un raté. Et même pour des choses qui... C'est dommage parce qu'il y avait... Là, il avait mis les moyens. Je pense aux séquences en avion avec le Spitfire. Le Spitfire, apparemment, il l'a insonorisé parce que dedans, on entend à peine l'hélice. Ah, c'est Ça rend pas du tout ce que peut être un combat en avion. C'est-à-dire faut vraiment vous imaginer une hélice, enfin un bruit de moteur assourdissant, ça tournoie beaucoup, et surtout quand il y a des avions qui sont touchés, à chaque fois dans le film, il faut juste un peu de fumée blanche. Puit, on voit bien le fumigène, Ah oui, enfin le truc grossier, voilà. Alors, et juste pour rappeler, quand même, même si c'est pas exactement les chiffres d'époque, le temps de survie d'un char au front ou d'un avion de combat, c'était pas long. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais pour moi, ça allait pas. Un char en combat, en bataille rangée, c'est 30 secondes, c'est quelque chose comme ça. Aujourd'hui.
aujourd'hui. À l'époque, il y avait un peu plus de temps. Par contre, ça dépend où. Voilà. Oui, Je sais tout plus quel dépend du général contexte. disait par exemple un Panther est capable de détruire 4 Sherman. Par contre, c'est dommage, il se déplace toujours en groupe de 5. Bref, on peut dire que c'est pour les débranler en boucle Voilà. à cause de ça. C'est clair que la guerre moderne se passe pas face Voilà. à Napoléon. Par on contre, se met aujourd'hui, pas bien oui, en la rang. guerre moderne, vous sortez un avion, vous sortez un char, s'il y a l'aviation qui est là, c'est terminé. Il va se prendre un missile dans la minute et on n'en parlera plus. Ce qu'on a vu dans différents conflits. Mais sur Dunkerque, encore une fois, pour un conflit en avion, il faut imaginer, voilà, il n'y a pas toujours de petits fumigènes en dessous. C'est vraiment, il faut voir, il y a des fuites d'huile, c'est-à-dire le truc qui se couvre d'huile, ils peuvent plus rien voir. Il y a L'huile des qui va passages où ils tomber. prennent feu. L'huile des avions, elle tombe où? Voilà, sur la plage, sur les donc, bateaux, et ça fait du fuel, etc. Voilà. C'est peut-être le seul truc qui est correctement abordé du film, c'est effectivement cette nappe de fuel Oui. qui va brûler, Voilà. qui va risquer de brûler, des marins qui réussissent à se sauver de fuel en flammes en voilà. plongeant. Aux dernières nouvelles, ne faites pas ça chez vous. Voilà, ne faites pas ça chez vous, n'essayez pas du fuel en flamme chez vous. Voilà, même en plongeant, il n'arrive pas du bonheur. Voilà, c'est pas très très agréable. Voilà. Mais en tout cas, voilà, et sur les trucs en avion, il y a beaucoup de choses. C'est pareil, il faut imaginer que quand vous tirez avec un avion au-dessus d'une plage, il y a une pluie de douille brûlante en dessous. Donc c'est aussi une bonne blague à faire à ses amis. Tout à fait, et c'est pareil, l'infanterie qui tire sur les avions au-dessus, les balles elles retombent quelque part aussi si elles ont pas Tout touché. à fait. Bon là ils tirent pas, c'est pour ça ils veulent, Oui, ils non, veulent pas là, d'accident. On du leur coup, a dit y a pas de problème. les mecs tirez pas. Ouais, mais effectivement, quand on a une grande plage comme ça, on commence à se soucier Voilà. du fait des retombées normalement. Mais si on voulait faire un comparatif, si vous voulez, c'est comme si demain Christopher Nolan fait Stalingrad et qu'en fait ça se passe de nos jours quelque part dans le 16e avec des mecs qui courent dans les rues en faisant oh là là, j'ai cru voir un Allemand là-bas. On dirait Stalingrad, mais c'est tout propre, mais c'est même pas la panique. Mais les mecs, puis on va attaquer en formation rangée. Enfin voilà, ça serait. Alors qu'à la fin, ça mérite même plus d'avoir un nom de ville. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, le comparatif réalité-film est assez monstrueux sur le sujet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même eu un problème. Toujours pas de nouvelles petites questions qui traînent? Alors, j'ai une question de Chris qui... c'est quoi pour vous le film le plus fidèle, le mieux réalisé en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale? Oula. Ouf. Alors déjà, on va pas dire que je l'aime, parce que comme ça, voilà, parce que sinon ça voudrait dire que j'aime des films. Non, on parle de rigueur historique. En fait, ça dépend. Si vous voulez de la rigueur historique, vous pouvez prendre le tout début des Feux les soldats Ryan, où il y a un début de quelque chose, mais le début, pas la suite. Voilà. Mais lui, au moins, il avait une bonne réalisation. Si vous voulez regarder Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, il y a des choses dedans, vraiment, de ce côté-là, c'est intéressant. Après, effectivement, si vous voulez le meilleur film en matière de réalisme sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a un et il s'appelle Das Boot, le bateau, ou plutôt le sous-marin pour le coup, mais bref, qui raconte l'histoire d'un équipage allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est très loin de U-571. Déjà tout le film a été tourné dans un vrai sous-marin, ce qui change assez énormément les choses. C'est tiré d'un récit d'un officier de propagande allemand qui a vraiment été à bord d'un U-boot. Et justement le film est très long, et là il essaie de vous retransmettre de la tension. C'est-à-dire qu'il y a à peu près... je crois qu'il y a une bonne heure de film en qui se passe quelque chose, on va dire, qui est de la guerre. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des messages radio qui disent convoi spoté à tel endroit. Ah ouais, mais il nous faut tant d'heures pour y aller, on peut pas. Ah, machin. Et donc là, si vous voulez de l'attente très bien retranscrite, c'est parfait. Quand ils se font grenader ou autre, ils vous retranscrivent parfaitement les grenadages, l'ambiance, les chocs. Là, vous avez quelque chose. Par contre, l'attente telle que celle de Dunkerque, on comprend pas pourquoi c'est l'enfer, parce qu'en fait tout le monde est sur la plage tranquille pépère. Non, mais c'est l'enfer d'entendre un bruit de monde comme ça en permanence. Ah mais moi aussi effectivement, donc ça me rendrait fou. Donc voilà, Das Boot, là on peut toucher à quelque chose. Il y avait autre chose? Alain qui a posé donc. Il est fort ce Alain. Voilà. Qui demande si une petite anecdote historique de la part de l'odieux. Voilà. Il reste 2 minutes 29. Ah la vache, je sais pas du tout. C'est l'histoire d'un canon qui tire, ça fait boum. Non, une anecdote historique. J'en ai trouvé une il n'y a pas si longtemps sur pourquoi on parlait de puissance d'arrêt aujourd'hui dans la police. Donc, vous voyez, je vous sors un truc qui est de nulle part, mais c'est le premier qui me passe par la tête. Où le concept, c'est qu'en fait, dans les Philippines, avant la Première Guerre mondiale, il y avait effectivement des terroristes musulmans qui faisaient des attaques kamikazes. Alors, tout parallèle avec la réalité serait bien sûr, voilà. Et on s'apercevait que le problème, c'est quand un mec veut mourir, c'est dur, parce qu'on est tiré dessus avec des armes de l'armée américaine qui étaient du petit calibre, et l'un des chefs de la résistance locale, il a fallu 20 balles pour l'arrêter. Et encore, ils l'ont arrêté alors qu'il avait le couteau sur la gorge d'un gars, et c'est la dernière balle qu'il a eue. Et donc, à l'époque, il y a un mec qui s'appelle Pershing, qui est sur place, et qui dit, bon,
on va ramener des armes de la guerre de sécession, parce qu'il y a des revolvers de gros calibre. Surtout, il ramène une arme qui arrête de faire rire tout le monde, c'est le fusil à pompe. En disant, le mec qui court, tu fais hop, et c'est pas comme des jeux vidéo, un fusil à pompe ça fait pas pouit, ça fait un gros truc de cartouche qui t'arrive bien là et qui te calme, mais ça allonge le mec. Et durant la Première Guerre mondiale, Pershing, quand il est arrivé, a fait distribuer des fusils à pompe à ses troupes, parce qu'un fusil à pompe raccourci dans une tranchée, on peut tirer vite, on peut tirer gros, et on peut tirer des cartouches qui font mal. Dans une tranchée pour viser, c'est plus voilà, simple. Même si vous n'avez pas visé, ça ventile du plomb partout. Résultat, les Allemands ont porté plainte en disant que c'était pas juste. Et alors que les mecs ont dit, attendez, vous utilisez des gaz et des lance-flammes, peut-être qu'on va arrêter de déconner. Bon, c'est pas sympa quand même. Oui, donc, il a cassé le jouet. voilà, donc vous saurez que le fusil à pompe était une arme qui a longtemps été considérée comme illégale d'après les règles de la guerre, parce qu'elle ventilait du plomb et que c'était pas juste. Voilà pour une petite anecdote historique. Je suis désolé, c'est pas une sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la première qui m'est passée par la tête, donc j'espère que Alain est satisfait. Tu es de côté de Jukebox, dieu connard, tu mets une pièce et il te raconte de la merde. Voilà, il nous reste 36 secondes. Ouais, on se donne rendez-vous en juin. Eh bien, si c'est une invitation, j'y répondrai. Je vais tenter de trouver d'autres anecdotes justement à raconter. Donc en tout cas, mais merci mon cher. C'est une tradition maintenant, hein. C'est à Mais chaque fois. exactement. Invitation en direct. Voilà, et surtout n'oubliez pas, ne regardez pas Dunkerque ou alors juste pour rire. Et ça au moins, il le réussit. Voilà, exactement. Un film où des gens font caca sur des plages où il se passe rien, j'ai envie de dire, ça c'est du film de guerre. Voilà, sur ce bon mot, à tout à l'heure pour un Eh bien, débat sur Star Wars 8. Exactement, à tout à l'heure. Ce spoil qui tease à la fin, là, c'est... Parfait. Voilà. 0-0, j'ai envie de dire. Bravo. Crime parfait.